Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui avec un CGP, il s'appelle Anthony Kelsey, il a 40 ans. Salut Anto. Bonjour Karine. T'as vu, hein, je te mets dans le bain, je t'appelle Anto direct. En fait, on se connaît pas, mais je te mets tout de suite dans l'ambiance. Anthony, tu es CGP parisien. Tu m'as avoué en fait avoir toujours vécu à Paris, 5e, 13e. 4e et aujourd'hui 18e. Ouais, donc tu connais bien Paris. On va le voir un petit peu en balayant ton parcours. La finance, tout ça, c'était pas non plus vraiment à la base ce pourquoi on aurait pu te voir, puisque tu m'as confié être un cancre et être ascolaire. Tu m'as dit, c'était pas mon truc, hein, l'école. Oui, c'est difficile de s'imaginer que, aucun membre de ma famille ni de mes amis aurait parié que j'aurais un cabinet de gestion de patrimoine et gérer ces sommes d'argent et ces beaux clients. Mais finalement, on peut retrouver un fil conducteur, c'est-à-dire la passion, l'énergie, le travail, pour en arriver jusqu'ici. Alors, ton papa était plombier, ta maman était secrétaire, issu d'un milieu modeste, on peut le dire comme ça, hein. Très heureux à Paris. J'ai eu la chance de grandir dans un appartement qui me donnait la possibilité, en termes de montant de loyer, d'habiter à Paris. Donc c'est une ville extraordinaire où, avec les connexions de l'école, les exemples autour de moi, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Ouais, j'ai vraiment ressenti ça quand on a préparé cet épisode, que tu es conscient, ou en tout cas tu es assez humble sur l'espèce de chance qu'il t'a été donnée de pouvoir vivre, tu me l'as répété 2 fois, hein, dans un logement justement dont le prix était abordable, parce que j'entends derrière que tes parents n'auraient pas pu payer aussi cher, c'est ça que tu veux dire ? Oui, sans insister sur ce point-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai su peut-être la saisir, mais aujourd'hui, ma femme m'appelle Monsieur Chance. Dès que j'ai une difficulté, je me dis je vais avoir de la chance encore une fois, je le sens, et c'est toujours ce qui se passe. Okay. Donc oui, c'est peut-être un positivisme et de l'énergie couplé à de la chance, mais je crois que cette chance, elle vient du fait que j'ai grandi à Paris, que j'ai une famille et des amis formidables, et voilà, je suis très grateful, parce que je crois pas que le mot existe en français. Non, mais on peut trouver je suis très grateful de là où je suis parti et là où je suis arrivé, même si évidemment j'ai eu aussi beaucoup de modèles très positifs en grandissant, mon beau-père, mon grand-père, etc. Alors ça, c'est les icônes qui t'ont un petit peu orienté, mais sous ce joli tableau d'Épinal, il y a quand même un petit peu, en tout cas moi, de ma petite posture, quelque chose d'un peu plus dark, ou en tout cas un petit peu plus compliqué, qui fait qu'on a du mal à comprendre ce que tu es devenu aujourd'hui. C'était ton addiction pour les jeux vidéo quand tu étais très jeune, parce que qui dit addiction pour des jeux vidéo dit renfermement, dit autisme, dit en tout cas parfois tu vois, ne pas s'ouvrir sur le monde, ne pas se cultiver. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là et me faire mentir, me dire qu'au contraire c'est pas du tout comme ça que toi tu l'as vécu? Oui, c'est pas du tout ça, hein. Je pense qu'il y a... à l'époque, on se rendait pas compte de ce qu'apportaient les jeux vidéo positivement ou négativement. Aujourd'hui, c'est plutôt vu négativement. Ça veut dire qu'on va éviter que nos enfants vont jouer aux jeux vidéo. On parle de quelle époque? Alors, t'avais quel âge et on est en quelle année? Moi, t'avais 15 ans? Oui, j'ai joué à partir on va dire de 9 ans. J'étais le meilleur de mon école, le meilleur de mon quartier. Et après, aux jeux vidéo qui n'étaient pas vraiment compétitifs, hein, on va dire. Oui, d'ailleurs, tu as stipulé, tu gagnais pas d'argent. Non, et à partir de 15 ans, en fait, il y avait les salles de réseau, et là, il y a un jeu qui s'appelle StarCraft qui est sorti, Ouais. ça va être en 98, 99. Et là, c'est un jeu de stratégie en temps réel, qui est un peu comme les échecs. Moi, j'ai joué aux échecs quand j'étais enfant. Ok. Je vais ce côté geek un peu que tu peux décrire. Et j'ai mis beaucoup d'énergie dans StarCraft, mais au contraire, j'étais pas du tout renfermé sur moi-même, puisqu'en fait, il y avait les salles de réseau dans Paris, et en fait, c'était des jeux en réseau aussi, donc on jouait
À plusieurs, mais en À réseau. plusieurs, en 1 contre 1, en 2 contre 2, en 3 contre 3, on avait Ok. nos équipes, on se déplaçait, on avait des coachs, on suivait ce qui se passait à l'international, donc ça m'a au contraire extrêmement ouvert. Ok. Et aujourd'hui, l'énorme majorité de mes amis sont issus de ce milieu-là. On est tous des champions de StarCraft ou de Counter-Strike de Mhm. l'époque, de Mhm. l'ancienne époque. Mhm. Et donc, au niveau social, ça a été merveilleux parce que l'école, c'était pas mon truc. Donc, ce que ça m'a amené beaucoup de liberté parce que je faisais ce que je voulais. J'avais pas de barrière et je mettais, on va dire, mon énergie et ce que j'avais comme intelligence dans ça, Ok. ce que je n'arrivais pas du tout à mettre dans l'école. Et je crois que cette énergie que j'ai mis dans les jeux vidéo, je l'ai mise après dans ma passion pour le conseil en investissement, sur l'investissement et sur comment gagner de l'argent ou mieux investir. Ok, c'est pas évident de faire le lien pour l'instant, hein. Tu parles de passion, de comment gagner de l'argent. On va essayer de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là, parce que là, j'ai un peu du mal à voir comment, à l'époque, tu avais peut-être déjà ça en tête ou pas. Je sais pas. Est-ce que tu avais déjà une notion d'éducation financière ou est-ce que le fait de gagner, parce que tu as gagné pas mal de trucs avec ces concours, hein. Tu as gagné des goodies, bien sûr, mais aussi des voyages. Est-ce que ça t'a donné l'envie justement de gagner ou de dire je peux faire ça si je gagne quelque chose, donc une somme d'argent, même si c'est factice, ou est-ce que tu avais déjà cette appétence, cette curiosité pour tout ce qui était finance? Le lien entre le jeu vidéo et la finance, il est inexistant. Ouais, Évidemment, je fais le raccourci parce que j'ai beaucoup réfléchi, et avec mes amis aussi, on y a beaucoup réfléchi. Le lien, c'est l'énergie qu'on y a mis. ok, Donc, on était tous très libres, un peu perdus, très perdus. On faisait ce qu'on voulait, on n'était pas encadrés. Donc, ça avait des défauts sur le niveau scolaire, mais ça avait un énorme avantage, c'est qu'on n'avait aucune limite, aucune barrière. Et on pouvait jouer 7 jours sur 7 avec qui on veut, quand on voulait. Et d'accord. on pouvait mettre l'énergie sans aucune barrière. Et C'est ce que tu ressens aujourd'hui dans ton métier. c'est ça. C'est le fait J'ai d'être indépendant peut-être. indépendant, peur de rien, grande confiance en soi, mettre de l'énergie sans réfléchir au lendemain. Enfin, on va dire, réfléchissant au lendemain, mais disons, sans peur, sans reproche, sans barrière. Et le lien, il est là. Comme un ancien champion de sportif euh, qui sait comment s'entraîner et être le meilleur, et ben, s'il le met ailleurs, je pense qu'il deviendra aussi très bon, et c'est ce qui s'est passé. Ok. Alors ça peut être paradoxal parce que je suis sûre qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ont besoin d'avoir un CGP plutôt sécuritaire, qui les rassure, qui ne va pas justement se dire on pense pas au lendemain, mais on va le voir aussi que toi c'est dans ton identité, ta façon à toi de travailler, et tu vas d'ailleurs sur des classes d'actifs qui peuvent être un petit peu considérées comme un petit peu exotiques, comme les cryptos ou un peu flippantes pour certains, mais on va y revenir. Continue un petit peu. Alors, tu me dis que t'as pas trop aimé l'école, mais tu t'en es quand même pas trop mal sorti. Tu as eu un bac S en candidat libre, ensuite une licence éco-gestion. Et tu m'as confié avoir été au bon endroit au bon moment. Encore une fois, une histoire de chance. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu naïf de dire ça? Est-ce que tout simplement, juste, t'es pas audacieux? Disons que j'ai pris les opportunités qui se présentaient à moi. Et c'est vrai que j'avais toujours ce schéma je savais ce que je voulais, et quand il se présentait à moi, je saisissais sans réfléchir. Hmm. Donc j'avais quelques critères en tête, c'est-à-dire être indépendant, être libre et être sur quelque chose qui puisse me faire gagner de l'argent. Donc à 26 ou 27 ans, j'avais quand même ça en En tête. tête. Certainement pas à 20 quand je faisais que jouer. Et quand eh bien, on m'a présenté ce métier de conseiller en gestion de patrimoine euh, et son mécanisme, eh ben, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis devenu mandataire à l'époque, c'était très à la mode. Ça veut dire que j'étais indépendant au sein d'un cabinet. Mhm. Alors d'ailleurs, c'est un job que tu as trouvé sur Monster en envoyant un CV. Et lors d'une session de recrutement, c'était en 2010, hein, c'est ça. Voilà, tu as eu, ouais, on va pas tomber dans la démago, une sorte de révélation, mais en tout cas, tu t'es dit, tiens, ça peut être intéressant, c'est ça? Oui, exactement. À l'époque, ce qui était en plein de boom, c'était l'immobilier défiscalisé. Pas peur de le dire, c'était
Tu as découvert le cellier d'ailleurs. Exactement. Donc, si on vend un appartement, il y a une réduction d'impôt pour le client, et puis il peut avoir un effort d'épargne très faible mensuel, et donc se constitue un patrimoine. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de ces mécanismes avant, mais je me suis dit que ça pouvait être pour moi, et je me suis lancé en tant qu'indépendant, et là on m'a appris sur le terrain comment, entre guillemets, mettre en place un investissement immobilier ou une assurance vie, ce que j'ai fait pendant 2 ans avant de créer mon cabinet. Mais c'est clair que cette session de recrutement, je ne l'ai pas vraiment cherchée. On m'a appelé dans la salle, il y avait une 30aine de personnes. Je pense qu'ils avaient appelé tout le monde, tous les profils. Il n'y avait pas tout le monde qui avait un Master 2 d'économie comme moi. Mais je me suis lancé. J'ai pris ce risque parce que je le sentais. C'est ça qui est assez déstabilisant dans ton parcours et aussi dans ta personnalité. C'est-à-dire que, en gros, ça fait 15 ans, ça va si je dis ça, que tu es dans ce secteur. Et en gros, tu t'as pas mis tant que ça de temps à te lancer. 2 ans, hein, tu viens de le dire. On verra, tu as fait 2 gros groupes, c'est ça, à peu près ? Donc j'ai fait ce petit cabinet pendant 2 ans, et j'ai tout de suite créé mon cabinet. Donc je devais avoir 26 ou 27 ans, c'était en 2011. Et, cabinet d'ailleurs RS qui a été racheté depuis par Cyrus. Donc j'ai créé mon cabinet Kelsey Patrimoine, qui est le cabinet actuel, qui n'a pas changé depuis 2011, mais j'ai fait partie de groupement. Je fais partie de groupement où en fait on n'est pas seul en tant que cabinet indépendant, mais on est avec d'autres cabinets, d'autres CGP. Et comme une sorte de franchise, quoi. Franchise, c'est une sorte de franchise, mais on est indépendant. Franchise, il y a une notion de tout le monde a la même marque, tout le monde a les mêmes process, alors que là, non, c'est plutôt une mutualisation des moyens. D'accord. Ouais. Ok. Donc tu te sens pas seul, même si tu es libre, tu te sens pas seul. Exactement. Okay. Et surtout, heureusement, parce que quand j'ai commencé, j'étais pas très fort, et avoir ce mentor... Donc c'était le groupement de AXA qui avait été créé par AXA, qui s'appelait Vendice Finance à l'époque, qui a été racheté par Erez, donc le deuxième cabinet français qui a été racheté par Cyrus récemment. Donc maintenant c'est le méga mastodonte. Donc Vendice Finance m'a pris sous son aile, notamment Laurent Porquier qui était le directeur commercial de l'époque et qui a été numéro 2 et qui, je crois, toujours très impliqué chez Erez et maintenant Cyrus. Qui m'a appris le métier de gestion privée, de gestion de fortune. C'est un ancien d'UBS, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il avait vraiment cette casquette gestion de fortune, et il m'a transmis ce qu'il pouvait transmettre quand moi j'étais jeune et inexpérimenté et que j'ai créé mon cabinet, on va dire, tôt. Tu t'es dit quoi quand tu l'as créé ? Tu t'es dit, je vais un petit peu piocher à droite à gauche et faire quelque chose de solide ? Et puis je vais pas faire de vagues parce qu'il faut que j'apprenne, ou tu t'es dit, parce que très bizarrement il y a un côté rebelle que je sens chez toi, alors qu'en fait quand on te voit on a plutôt l'impression que tu es quelqu'un d'assez classique, et je sais de quoi je parle puisque c'est l'image que je renvoie. Donc je sens quelque chose chez toi de l'ordre un peu de bousculer les codes. Est-ce que je me trompe ? Oui, j'ai ça en moi, mais... Je sais pas. Je crois que je suis quand même assez classique, et que le fait d'avoir eu beaucoup de liberté quand j'étais gamer a fait que je suis parti dans tous les sens. Mais si on m'avait mis sur des rails très tôt, je pense que j'aurais été très classique très tôt. Donc ta vraie nature, c'est plutôt d'être corporate, quoi. Ouais. D'être... alors pas corporate parce que j'aime pas trop l'autorité, j'aime la liberté. J'aime la liberté de penser, j'aime mettre mon énergie là où j'ai envie, même en tant que patron, entre guillemets, aujourd'hui, j'aime bien que ça soit horizontal, donc ça veut dire que je ne suis pas le patron et tout le monde peut décider. Tu travailles en équipe, quoi. Je travaille en équipe, mais non, je pense que je suis quelqu'un de classique, évidemment, cette liberté m'a donné de penser out of the box. Et aussi l'expérience de la vie, c'est que peut-être je vois des choses que ceux qui sont restés sur des rails vont pas forcément voir de mon côté. Voilà. Comme quoi ? Disons que
J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des choses qui... aujourd'hui, là, l'essentiel des gens pensent qu'il faut faire des bonnes études, être bon à l'école, être dans un schéma classique. Moi, je pense que jouer aux jeux vidéo, c'est très bien. Faire des bêtises, c'est très bien. Essayer des trucs avec des risques, c'est très bien. Et en fait, et pourtant, rester sur les rails. Ok, donc là tu parles de normes, tu parles de code, tu parles de, j'entends même certification, classification, j'entends un gros côté derrière vraiment structuré, quoi. C'est ça dont tu parles. Donc en fait, toi tu es en plein dans l'époque où MIF est arrivé, où il a fallu se mettre à carré, d'équerre. Donc t'es en plein dans l'époque où il a fallu tout apprendre, tout avaler et voilà, il y en a qui sont venus bien après, mais est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ça t'a rassuré ou est-ce que t'as trouvé que c'était une grosse lourdeur? En fait, quand j'ai créé le cabinet, il y avait effectivement, c'était le début de la réglementation de CIF. Et donc, tout de suite, j'ai eu la réglementation avec le cabinet. Et en plus, j'étais appuyé par mon groupement, donc j'ai eu aucun mal. Et dans ce groupement, il y avait un responsable réglementaire. Il y avait des outils, quoi. Il y avait des outils, donc je les ai mis en place sans réfléchir. Je suis né avec. Donc je suis pas de la génération. Ouais, t'avais pas pris des mauvaises habitudes, quoi. Ouais, je suis pas de la génération où on faisait des placements sans réglementation. Donc tout de suite, j'avais les profils de risque, etc. Donc j'ai appris avec ça, ça n'a pas été un problème. Après, il a fallu que j'ai mis vraiment une dizaine d'années à être aussi mature et à vraiment comprendre. En fait, où est-ce que je m'étais trompé ces 10 dernières années, quelles avaient été mes convictions où je m'étais trompé, et maintenant, on va dire depuis quelques années, je suis extrêmement mature sur mes convictions grâce à l'expérience et au travail que j'ai fait. C'est clair. Alors allons maintenant sur justement ta façon, ton écosystème de ton choix de travailler. Tu fais partie d'un groupement, tu l'as dit, un cabinet d'indépendants qui mutualise en quelque sorte un peu les moyens, qui est Magna Carta, c'est ça ? Exactement. Donc, j'ai créé mon cabinet avec un groupement. Le groupement avait été vendu. Ça a été racheté par un autre groupement, Patrimoine Consultant. Et Patrimoine Consultant est devenu Magna Carta quelques années après une fusion. Donc, c'est un des plus gros groupements de cabinets en France. On est 70. À nous tous, on gère 2,5 milliards. Et il doit y avoir une 20-30 collaborateurs à notre service. Donc réglementation, il y a 5 ingénieurs patrimoniaux, protection sociale. Donc, tu te sens totalement libre, t'as pas de compte à rendre? J'ai aucun compte à rendre, je choisis les placements que je veux. Au niveau de tes perfs, tout ça, on ne tombe jamais dessus? Jamais, mais... D'accord. Il n'y a aucun rapport. Les cabinets sont vraiment indépendants chez Magna Carta. Il y a juste une mise à disposition d'outils et un peu de réseau, c'est ça? Oui, aucune contribution. Tu payes pas. Ah si, je paye bien sûr. Ah bah voilà. Non, je paye financièrement, mais j'ai pas de contrainte. À part le fait de payer ma cotisation, j'ai aucune contrainte. On remonte une partie de notre chiffre d'affaires. Et tu payes combien ta cotisation annuelle? Quelques pourcents. De notre. C'est bien ce que je dis. T'as quand même un espèce un rendement, enfin en tout cas un pourcentage à leur allouer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas de contrainte. Non, je comprends. T'as pas d'objectif commercial. Exactement. D'accord. Ok. Et ça, du coup, ça te rassure, ça te permet d'avoir une assise, en tout cas en termes de réseau et d'outils. À côté, j'imagine, vous avez des conférences, des points, ce genre de choses. Et du coup, est-ce que comme ça, tu t'aimes bien aussi parce que tu peux te mettre à jour sur certains trucs, échanger avec tes pairs? Tu profites de ça aussi? Oui, évidemment. On se voit plusieurs fois par an. Donc là, on tourne à la veille de Patrimonia. Et donc, on a 2 jours chaque année avant Patrimonia où on est tous ensemble. Donc on va se former, on va discuter ensemble. Puis ça te permet de te mettre un peu de voir où t'en es, de te positionner, quoi, en fait. Et tout à fait. En juin, on a une grande université d'été, il y a aussi une université régionale en janvier. On est très proches. Bon, ça fait quand même presque 7 ans que je suis dans le groupement. Donc l'échange des meilleures pratiques entre nous, c'est essentiel. C'est ce que je préfère. Au-delà de la mise en commun de services, ce que je préfère, c'est vraiment qu'on se parle entre nous. Quel fournisseur en placement fait bien, qui il faut éviter. Évidemment, l'information circule très très vite chez nous.
Et Du ça, coup, c'est c'est extrêmement plutôt important. bienveillant. C'est plutôt une réunion un peu de... Pas de bons potes, mais en tout cas, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... tu ressens pas ça, en fait, de mise en rivalité. Ah, pas du tout. Je Ouais. pense que le marché du CGP, il est très petit sur la collecte de l'investissement global. Donc, je sais pas, on est quelques milliers, Mm. 3 5 000, je sais pas. Mm. Mais nos concurrents, c'est les banques de détail, les banques Les privées, tiers. c'est les tiers, c'est les assurants, les assureurs, c'est peut-être les fintech, enfin pas vraiment, mais en tout cas, entre nous, on a beaucoup plus à gagner d'échanger les meilleures pratiques et de fusionner, hein, parce Ouais. il y a vraiment cette De mise vous en regrouper. commun, pas seulement de moyens, mais aussi capitalistique, qui Ok. est en train de se faire. Donc on a vraiment besoin d'être meilleurs ensemble et surtout pas d'être concurrents. C'est extrêmement rare qu'on soit sur le même client, c'est clair. Anthony, du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Tu es généraliste, mais tu m'as dit que tu avais des convictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ouais, généraliste, c'est le mot humble. Stratégiste, c'est le mot pompeux. Donc souvent je dis aux clients, vous choisissez. Mais ça veut dire que je suis expert dans rien. Ok. Voilà, donc effectivement. Et Alors, j'entends par là que c'est soit tu t'entoures pour être bien conseillé, soit tu vas un peu sur toutes les classes d'actifs en général pour diversifier, c'est ça? oui, c'est ça exactement. J'essaie de faire le pour et les contre sur chaque classe d'actifs. Est-ce qu'on est sur un bon point d'entrée de marché? Est-ce qu'il y a des perspectives long terme? Et en termes de caractéristiques, de liquidité et de risque, ça convient aux clients. Et quand on va dire que si j'ai une spécialité, ce n'est pas vraiment une, c'est de faire des stratégies d'investissement, des stratégies d'allocation d'actifs. Et bien pour ça, il faut bien comprendre ce que veut le client en termes de risque, performance, liquidité, recherche de revenus, horizon de placement, et mettre les bonnes classes d'actifs en face. Comment tu as senti l'année évoluer? Est-ce que tu sens, là, depuis les crises successives, macroéconomiques, géopolitiques, sanitaires, crise de l'énergie, comment est-ce que depuis 3-4 ans, tu vois évoluer un peu ta profession et toi aussi ton conseil? Bon, déjà, la profession s'est énormément professionnalisée. Ça s'est beaucoup féminisé, un peu comme les avocats et les notaires. Tu sais dire pourquoi? Parce qu'il faut être très bon. Je pense que si... Enfin, aujourd'hui, par exemple, les alternants qu'on prend et mes collaboratrices, elles ont toutes fait 2 à 3 ans d'alternance à Dauphine, à Financia, etc. Donc, il y a une vraie professionnalisation du métier où avant, quand j'ai commencé, c'était plutôt des vendeurs. Voilà, on vendait, Des même produits. si on vendait des produits. Même si on mettait Oui, mais du t'as dit conseil. féminiser. Oui, parce que je pense que les femmes ont un avantage par rapport aux hommes, c'est le sérieux, la non-prise de risque, de vouloir très très bien faire. D'accord. Et je pense que dans ce métier, d'éviter les risques est quand même très très important. Cette empathie avec le client, que si on est un homme vendeur, je veux dire qui est un peu l'archétype de l'ancien Ouais, CGP, je comprends. On a moins. il y en a moins. Donc entre le fait que les études commencent tôt, on fait vraiment que de la gestion de patrimoine depuis la licence 3 années de gestion de patrimoine en alternance avec des femmes extrêmement sérieuses. Moi, je trouve que ça va faire C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, je sens que pour toi, la concurrence, c'est limite pas les autres, c'est les femmes. C'est ça qui est dingue. Ah non, moi, c'est des alliés. Moi, Ah ouais. c'est des alliés. Moi, j'aime travailler avec des femmes. Ok. Et je suis ravi d'avoir une fille. Non, mais je veux dire, J'aimais- sans parler de toi en général, je note que tu dis que c'est des collègues adversaires redoutables. C'est ça que tu dis. Moi, j'espère que... Elles sont en train un petit peu de bousculer les Ouais, habitudes, elles sont pas les meilleures. comportements, quoi. Non, mais elles sont meilleures que nous. Meilleure, je sais pas, mais en tout cas, elle vous fait peut-être revoir votre façon d'être, de travailler, d'aborder le métier. C'est ça que tu dis, en fait. Totalement. Le fait d'aborder le client avec de l'empathie, de l'écoute, avec beaucoup de sérieux, avec de la patience. Voilà, j'ai pas peur de dire qu'elles ont, en général, de meilleurs atouts par rapport aux hommes. Ok.
Généraliste, donc, quelles sont les classes que tu as vues un petit peu revenir sur le devant, même si j'ai un peu la réponse, euh, là, cette année versus l'année dernière, et l'appétence aussi de tes clients? Alors, c'est très court terme faire l'année dernière, l'année et cette année. Bon, c'est clair que la hausse des taux a vraiment écarté l'immobilier long terme. Mm. Donc, c'est-à-dire les CPI et une chute énorme de la collecte. Ouais. Enfin, c'est normal, hein, on a pu avoir du rendement garanti de 4 à 5% sur des fonds euros avec bonus ou des comptes à terme 4 à 5%, alors que les CPI sont restés à 4 à 5%, avec dont certaines qui baissaient leur prix de part. Donc c'est normal qu'il y ait eu une baisse de la collecte. Nous, notre sélection des CPI qu'on avait avant la hausse des taux, on s'était dit qu'un jour, il y aurait une hausse des taux parce que j'adore l'analyse des cycles. Et dans les cycles de Kondratiev, il y a un moment donné où il y a de l'inflation et une hausse des taux. Donc, j'avais prévu le coup et du coup, on a été très, 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 très épargné sur la situation de l'immobilier. Okay. Mais en tout cas, ça s'est arrêté d'investir. Donc, ce qu'on a sur les classes d'actifs immobiliers, ce qu'on fait, ce qui a été apprécié, c'est plutôt les opérations d'achat sur un point bas de marché pour revendre là dans un an ou deux, ce qui va être le meilleur timing. Donc, les clubs d'immobilier. Okay. Donc, du court terme, pas du long terme comme les CPI, les foncières, etc. Ou de l'achat en direct. Donc, tu parles d'opérations immobilières plutôt que de patrimoine. C'est ça que j'entends. Ouais, c'est ça. Donc là, on est au tout début de la baisse des taux et je pense que dans un an, on pourra revenir. Dans 6 mois, 1 an, on pourra revenir sur les CPI quand on sera un peu plus à l'aise. Ouais. Voilà. En tout cas, si la seconde baisse des taux arrive d'ici la fin de l'année, en tout cas la Fed a l'air de l'annoncer, moi ce que je vois c'est que les banques commencent un petit peu à rebouger, à s'assouplir, que les investisseurs acheteurs aussi ou vendeurs même commencent à se dire bon bah ça va peut-être être un peu conciliant, on va peut-être redescendre à un 3, je sais pas, en tout cas d'ici la fin de l'année et du coup ça peut relancer un petit peu le marché. Mais ça, c'est parce qu'on est toujours sur cette fameuse inflation qui a baissé grâce à la baisse des coûts d'énergie. Et moi, je me demande si l'année prochaine, on ne va pas reviser là-dessus et donc reviser aussi les taux sur l'IMO, tu vois. Je sais pas. C'est complètement possible. Hein, justement, dans l'analyse des cycles de Kondratiev, le cycle reflationniste, inflation plus croissance, avec cette hausse des taux, il y a une deuxième vague. En fait, ça s'arrête pas. C'est exactement ce que je me dis. Parce que tu parles de 6 mois, 1 an, et je me dis, mais en vrai, est-ce qu'on est, ça y est, le cercle vicieux est arrêté? Est-ce qu'on est de nouveau sur un cercle vertueux? Je suis pas sûre. Non, c'est clair. Il y a un vrai risque de reprise de l'inflation dans l'analyse des cycles. Ça doit continuer. Voilà. Donc l'IMO, tu as un petit peu mis de côté, hormis sur ces deals un petit peu comme ça à court terme. Tu as privilégié donc l'assurance vie, j'imagine? Ça, sur ces club deals, c'est plus des opérations uniques. Non, mais en général, sur tout tes... Ah oui, sur l'assurance vie, cette année, on a fait beaucoup de fonds euros avec bonus. Ouais. Donc, à capital garanti. Donc, on a pu loquer du 4,5 garanti pendant 2 ans. C'est magnifique. Ouais. On s'est gavé de monétaire et d'obligataire court terme parce que c'est aussi très intéressant. Moi, ce que j'avais vu aussi depuis 2020... avec ce risque de hausse des taux et d'inflation, c'est j'ai beaucoup mis d'infrastructures dans les fonds d'assurance vie. Et ça a été une grosse conviction tôt. Et... tu parles sur les secteurs porteurs. Oui, en fait, l'infrastructure, c'est des contrats de très long terme avec indexés sur l'inflation. Du coup, s'il y a une hausse de l'inflation, les contrats sont revalorisés. Et en fait, ça réplique un peu. Ça suit l'inflation. Donc, c'est très résilient en cas de crise parce qu'en fait, c'est des contrats de long terme. Et c'est très résilient en cas d'inflation. Donc là, on retrouve un peu ton côté gamer stratégique. C'est ça. Hein ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on sent que tu es toujours dans la réflexion de ce qui peut coller à une certaine énergie. C'est ça, hein ? En fait, aux échecs ou à StarCraft, il faut avoir plusieurs coups d'avance. Et en fait, je crois que mes confrères parfois oublient le coup d'après. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, qu'est-ce qui se passe s'il y a une hausse des taux, s'il y a l'inflation, s'il y a une crise? Est-ce que le patrimoine de mon client il est suffisamment protégé? Et puis après, il y a évidemment les coûts.
mais il y a aussi les règles. Euh, si on investit en actions sur le long terme, on gagne. Donc il y a les règles et il y a la tactique. Enfin, il y a le long terme et il y a la En tout cas, il y a la tactique. tactique qui est comme un bon basique qui fait qu'on revient toujours au même niveau au bout d'un moment donné. Donc ça, c'est ce que tu appelles les règles. Les basiques en fait en quelque sorte, et puis il y a la stratégie, donc toi tu fais un mix des deux. Tu vas aussi sur des classes d'actifs parfois que vous avez du mal, hein. Ici à mon micro c'est le crypto, bon là qui se porte bien depuis hier, mais c'était pas vraiment le cas ces derniers temps. Pourquoi les cryptos? Est-ce que tu as de la demande? Est-ce que c'est ton côté justement un peu geek, gamer, donc c'est-à-dire déjà un petit peu sur tout ce qui est web en fait, hein, ou est-ce que rien à voir? Oui, il y a ce côté geek, évidemment. Quand j'ai écrit Cabinet, j'ai fait ce site internet avec des articles, j'étais un des premiers. Et c'est comme ça que j'ai acquis mes clients. Et j'ai toujours ce coup d'avance sur la classe d'actifs Enfin, j'essaie toujours d'avoir ce coup d'avance. Les infrastructures, peut-être parce que s'il y a l'inflation, les CP internationales pour la diversification européenne, le private equity pour se mettre sur des secteurs en croissance. Et les cryptos, évidemment, ça a été une révélation il y a quelques années. J'en ai beaucoup parlé à mes clients ces 2 dernières années. Aucun ne l'avait fait. Ah ouais, quand même. Personne n'en voulait. Alors on m'accueillait ça avec un sourire, c'est de l'arnaque, ou c'est volatile, ou ça pollue, enfin ce que vous voulez. Et en fait, au bout d'un moment, là, avec la dernière phase de hausse, à coup de newsletters, post LinkedIn... tu sens que ça prend. Et de graines, ça prend, enfin, auprès de mes clients. Okay. Et je suis vraiment convaincu qu'il faut absolument que chaque patrimoine, on va dire, qui a plusieurs millions d'euros, doit avoir des cryptos, autant pour le potentiel de performance à long terme que le côté diversification. Ça va révolutionner notre façon de vivre, comme Internet a révolutionné notre façon de vivre, notre façon d'investir. Et donc évidemment, je suis très, très, très pro-crypto. Alors, c'est encore tout petit dans nos allocations, dans nos investissements. Est-ce que les cryptos, ça ne correspond pas plutôt au profil de l'investisseur? J'entends par là, est-ce qu'un chef d'entreprise, donc toi, tu fais B2B particulier, je fais tout? Oui. Ouais. Est-ce qu'un chef d'entreprise, ou un millénium évidemment, n'a pas plus tendance à aller vers les cryptos parce qu'il est déjà dans des problématiques un peu d'IA, tu vois, c'est-à-dire il a déjà pris le virage, alors que le particulier, lui, il est juste dans une problématique patrimoniale, en fait, d'épargne pure et dure. C'est ce que j'ai pensé au début, mais en fait, ceux qui ont investi en crypto au cabinet, finalement, sont ceux auxquels on ne pensait pas. Ça veut dire ceux qui ont 50 à 70 ans, qui ont un patrimoine de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, qui n'en avaient pas, et qui finalement se disent « mais il faut que j'essaye, parce que faut que j'essaye, j'ai confiance en Tony ». Mais du coup, alors, ils essayent à quoi? À 5% de leur patrimoine? Oui, c'est ça, à 5%. Il n'y a pas de maximaliste cabinet. Ouais. Alors, pour le coup, c'est un de mes clients qui m'a ouvert les yeux sur la classe d'actifs, qui avait vendu son entreprise plusieurs millions d'euros, un millénial d'une trentaine d'années, et qui avait investi quelques centaines de milliers d'euros sur Bitcoin et Ether. Je voyais ça dans son patrimoine à chaque fois qu'on faisait un point. Alors... C'est drôle. Comment tu l'analyses? C'est une prise de conscience sociétale, ou c'est plutôt une envie au bout d'un moment donné, une fois qu'on a fait le tour un peu de toutes les classes d'actifs et puis qu'on n'a pas grand-chose à perdre, d'aller sur quelque chose qui titille notre curiosité intellectuelle? Comment tu vois ça? Parce que là, j'entends que si c'est pas les boss, les patrons, enfin les chefs d'entreprise, pourquoi d'ailleurs? Non, mais il y a cette phase qui se passe à chaque fois. Ça veut dire qu'on est dans le déni, l'ignorance. Après, on est dans le doute. Puis après, on regarde. Après, on essaye. Puis après, on est convaincu. Et donc, il faut qu'on passe par cette phase. Et moi, j'ai été longtemps dans l'ignorance et le déni. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je ne savais tout simplement. Ouais. J'avais même pas passé 1 heure à lire un article. Je disais, j'ai entendu parler, mais... Quand j'ai dit à mon client, OK, expliquez-moi, il a passé littéralement 15 minutes à m'expliquer.
en me donnant 3 liens, allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça. J'ai passé 15 minutes plus 1 heure et j'ai réalisé que c'était potentiellement énorme. Mais je crois que mes confrères et les clients de mes confrères n'ont pas passé cette heure. Ils se sont juste vus peut-être des headlines de médias et se sont arrêtés à là et ils ont un a priori énorme et ils ne se sont pas intéressés. Moi, pour avoir fait plusieurs épisodes sur cette thématique avec vous, avec des réfractaires ou avec des curieux, c'est surtout que soit vous vous donnez pas le temps, parce qu'il faut quand même se cultiver sur les cryptos, soit vous avez peur, mais uniquement par manque de formation, par manque de capacité en fait. Et en vrai, moi j'ai reçu déjà plusieurs entreprises ici qui coachent, qui forment, qui drivent sur les cryptos. Dès lors que vous avez pris un petit peu le goût, l'appétence, en fait après ça va tout seul parce qu'il y a une vraie demande de la part des clients. Et comme tu le dis toi-même, c'est un virage à prendre quoi en fait. C'est un virage absolument à prendre, mais après, moi je pense que chaque confrère, chaque personne doit essayer d'avoir un Bitcoin wallet et d'essayer de faire une transaction. Et là, on peut se rendre compte quand même que c'est plus que de la magie, puisqu'on peut transférer de la valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans intermédiaire, grâce à un algorithme absolument incroyable. D'ailleurs, souvent, ce qui convainc plus, c'est plus la blockchain que les cryptos elles-mêmes. Bon, toi, tu cites le Bitcoin ou l'Ether, donc forcément, on est sur des valeurs maintenant qui n'ont plus de preuves à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens y croient plus quand on parle de la blockchain. C'est-à-dire qu'ils voient pas que les cryptos, ils voient aussi tout ce que ça peut amener au niveau de la supply chain, de l'infrastructure, vraiment dans l'écosystème de leur quotidien, de leur entreprise. Et du coup, parfois, on arrive plus à les convaincre par là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, convaincre, il faut qu'ils essayent. Oui, effectivement, il y a la technologie, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas compte. Et puis, il n'y a pas de blockchain sans le cryptoactif qui va avec, en fait. Oui, non, mais quand je parle de la blockchain, c'est qu'ils comprennent mieux ce que ça peut amener et par quels moyens, tu vois. Parce que ça peut faire peur de se dire qu'on échange quelque chose et on ne voit pas le moyen de façon tangible. Alors qu'en fait, le troc, en fait, parce que c'est ça, hein, la blockchain et les cryptos, c'est de voir en fait toute l'arborescence de ces miners, de ces gens qui travaillent autour. Et donc là, ça devient concret. Et on se dit, mais en fait, il y a tout un réseau là, de petites souris qui travaillent. Et c'est un réseau qui fructifie, qui grossit. C'est pas pour rien que certains États l'ont adopté comme monnaie nationale. Et donc, c'est en fait une révolution bon, maintenant qui est déjà bien en marche, tu vois. Et du coup, je crois que pour vous, c'est un petit peu plongé là-dedans. Moi, je suis tombée par la légende, tu vois, de Satoshi. Mais en vrai, vous le savez, j'ai reçu Eric Ledger. Eric, l'archevêque de Ledger, lui, c'est par la blockchain qu'il y est tombé, tu vois. Et puis d'autres, ça va être parce que Goldman ou Alessandra Sublet va en parler, tu vois. Mais il y a toujours quelque chose qui va t'alpaguer, tu vois. En fait, c'est une question de temps. Moi, c'était mon client. Peut-être que ça va être le fondateur de Ledger en regardant qui veut être mon associé, en disant mais finalement c'est quoi Ledger mais on va y arriver. Et puis à la fin, peut-être que les late adopters, dans 20 ans, comme nos grands-parents qui utilisent WhatsApp aujourd'hui et qui regardent YouTube, ils vont mettre 20 ans à utiliser l'Internet. Mais on va tous utiliser la blockchain et les cryptos dans 20 ans. Donc, je pense que quand on est dans le métier de l'investissement, il faut le regarder le plus tôt. Après, sur la blockchain, oui, moi, j'essaie de convaincre mes clients, j'essaie de mettre le doute. Ouais. Hein, ça dépend du stade où ils sont. S'ils sont dans l'ignorance et le déni, voire l'agressivité, j'essaie de leur mettre le doute en leur donnant quelques arguments ou aussi en leur montrant la blockchain. C'est vrai, quand on va sur Bitcoin Explorer, Solana Explorer, Ethereum Explorer, tu visualises. On voit les blocs, c'est très visuel, qui sont en train de se former comme un être vivant. Et ça met le doute. Mais qu'est-ce que cet être vivant ? Là, c'est un bloc, il y a des transactions dedans, donc là, c'est très impressionnant. Ça les sort de leur quotidien d'avoir des reportings, par exemple, de leur banque avec le camembert et la répartition obligations, actions, fonds en euros. Et il faut sortir justement de cette espèce de, tu vois, d'habitude ancestrale
de cette représentation qu'on a eu l'habitude d'avoir en fait. Anthony, il nous reste 5-6 minutes pour parler maintenant de tes projets, de ton avenir, de ton actu. Selon quand va sortir ce podcast, tu auras été ou tu seras à Patrimonia, mais c'est plutôt tu auras été. C'est quoi pour toi une fin d'année réussie et qu'est-ce que tu aimerais lancer à la rentrée en 2025 ? Donc effectivement, j'aimerais continuer de convaincre mes clients à investir en cryptoactifs, qu'ils en aient plus dans leur patrimoine. Moi aussi, AMSAD m'utilise entre guillemets comme ambassadeur pour promouvoir les cryptos auprès de mes confrères, parce que je suis un fervent défenseur, donc j'ai un peu la casquette maintenant fournisseur, même si je suis à 100% CGP. Donc les cryptos, évidemment, c'est très très important. Il y a aussi l'internationalisation des patrimoines. Donc, tu l'as évoqué, je ne suis pas revenu dessus, mais ce qui s'est passé dernièrement au niveau géopolitique, que ce soit international ou national, ça fait qu'il y a beaucoup d'instabilité de tous bords. Et je veux rendre le patrimoine de mes clients beaucoup plus résilient. Et donc, je veux plus d'assurance de Luxembourg. J'intègre maintenant de la Suisse. Ma femme est suisse de la partie alémanique, donc je connais très bien, j'y passe beaucoup de temps. D'ailleurs, en Suisse, je le sais, parce que hier, chez BFM, j'ai reçu il va m'engueuler, parce qu'il m'a dit, on ne dit pas CGP. Il m'a dit un autre mot, c'est un conseiller bancaire indépendant. Il m'a dit un truc comme ça avec l'accent suisse. Oui, alors je trouve que c'est particulier en Suisse. Oui, ouais. Mais c'est pas exactement le métier. Le métier, nous, 360, en France, il est très, très particulier. En Suisse, je sais pas exactement comment ça marche. Ça marche beaucoup par les banques de gestion de fortune, effectivement. Ouais, et puis sinon, ils sont très sur la prévoyance. J'ai l'impression. C'est ça, mais il y a beaucoup de gestion de fortune et beaucoup d'asset managers. Ils ont beaucoup moins de classes d'actifs, ils n'ont pas les CPI, beaucoup moins le private equity, etc. Donc, ils travaillent beaucoup. C'est un mix de banquiers, gestion de fortune avec des avocats, etc. C'est pas nous, l'indépendant global, il est quand même assez unique. Donc, je mets de plus en plus de Luxembourg, de Suisse, de crypto, d'infrastructure dans le patrimoine de mes clients. Et donc là aussi, on attend qu'il y ait une baisse des taux qui soit significative, que le marché immobilier se redresse. Et en fait, on est plutôt vendeur d'immobilier français. En fait, nos clients qui ont donc entre 50 et 70 ans ont acquis un patrimoine immobilier relativement important souvent. Je parle locatif, on ne va pas vendre ça résidence secondaire, la taxe foncière a explosé, il y a les filles dessus, il faut faire des travaux, il n'y a plus de rendement. Et donc, moi j'attends que le marché repart et que les médias disent super, ça repart, génial, pour vendre. Pour vendre et se diversifier à l'international. Et c'est pourquoi en fait, s'il devait y avoir de l'hostilité sur notre clientèle, qui sont, faut pas se cacher, les riches, on a un coup d'avance sur le fait de vraiment s'internationaliser, c'est-à-dire s'expatrier. Oui, j'entendais ce matin qu'on allait moins taxer. Alors tu vas me dire, c'est pas les riches, la classe moyenne, mais pour certains, c'est déjà les riches. Oui, bon, on n'a pas envie d'être taxé. Je crois qu'on n'a personne n'a envie d'être taxé plus. Un peu. Je crois que si on est en France aujourd'hui, c'est qu'on a une grande acceptation de l'impôt. Mais il ne faut pas abuser. Voilà. Tout un débat. Merci Anthony Calci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Patrimoine. Je rappelle que si on veut te trouver, on va sur LinkedIn. Anthony Calci, C-A-L-C-I. Tu m'as confié être de quelle origine ? Mon père est de Guadeloupe. Guadeloupe, ok, voilà. Ça se voit pas trop. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Et puis, plein de belles choses à toi. Tant qu'à vous, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Passion Pat. Salut!